Bonjour à tous, bonjour Hervé Le Treut, membre de l'Académie des sciences, expert du GIEC. Vous avez participé à l'élaboration de cette COP21. François Hollande disait que c'est le sort de l'humanité qui est à l'ordre du jour. Est-ce que les termes vous paraissent adéquats, exacts ? Disons qu'il y a effectivement un enjeu extrêmement fort et particulier, puisque c'est en gros la première réunion dans laquelle effectivement tous les États sont représentés, ou la seconde après celle de Copenhague qui n'a pas été un succès, et où il y a eu un travail de préparation extrêmement important pour aboutir à un accord qui serait le premier accord de réduction des gaz à effet de serre touchant tous les États de la planète. Alors on a déjà perdu beaucoup de temps. Cette fois-ci, on ne peut plus se permettre d'échouer. Voilà, il faut que cet accord insuffle une dynamique qui nous porte sur la suite du siècle, parce que c'est un effort qui ne s'arrêtera pas à la fin de la semaine prochaine. C'est un effort qui doit commencer à la fin de la semaine prochaine. Mais effectivement, après le travail de préparation extrêmement grand qu'il y a eu, s'il y avait un accord, ce serait quelque chose qui vraiment mettrait... S'il n'y avait pas d'accord, ce serait un retour en arrière extrêmement fort. Et je pense que c'est presque inimaginable. En fait, il faut vraiment qu'il y ait un accord. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour que ça réussisse ? Je crois qu'il y a eu un travail préparatoire très grand. Comparé aux autres COP, tous les États sont venus... Là, c'est la 21e. C'est la 21e. Et il y a eu, en fait, celle de Copenhague, où on a cherché aussi un accord. Celle de Kyoto, où les pays émergents étaient... pas conviés à... Enfin, on ne leur demandait pas de faire d'efforts particuliers, on demandait d'émerger. Mais là, il y a eu une préparation avec un apport par tous les pays de la planète de contributions qui ont été mises sur la table, qu'on peut télécharger par Internet. Justement, vous étiez chargé d'examiner ces contributions. Qu'est-ce que les États proposent ? Les États proposent beaucoup de choses assez variées. On peut effectivement diminuer des émissions de méthane, on peut restaurer des sols, on peut essayer de reforester. Et puis il y a effectivement tout ce qui est lié aux économies d'énergie dans tous les domaines. Le plus important, c'est à terme de se débarrasser du CO2 et donc... C'est-à-dire moins de pétrole, moins de charbon et moins de gaz naturel. Donc 80% de ce qui fait aujourd'hui notre énergie, il faudrait qu'elle diminue de 40 à 70% d'ici 2050 à peu près. Mais les promesses, les contributions qu'ont proposées les États portent sur la période 2020-2030 et c'est cette période-là qui fait l'objet de l'accord qui sera recherché. Mais qu'est-ce qu'ils proposent par exemple ? Les domaines qui sont les plus importants producteurs de gaz à effet de serre... C'est des propositions sérieuses ? Oui, alors c'est des propositions qui sont faites sur un format libre. Alors ça varie énormément d'un pays à l'autre. Il y a des propositions qui sont faites sous forme inconditionnelle, avec des chiffres qui sont donnés. Et puis la Chine, par exemple, a proposé de réduire ses émissions de manière conditionnelle, en fonction de son PIB, par point de PIB. Donc pour ne pas mettre en jeu sa croissance... Il y a un taux de réduction des émissions de gaz à effet de serre qu'elle ajustera pour essayer d'avoir un pic d'émissions qui sera en 2030, mais qui dépendra de son PIB. Donc il y a des propositions qui sont très diverses. Il y a des pays et qui ont été aussi constituées dans un climat très, très varié, mais dans beaucoup de cas ont été le fait d'un débat interne très fort. Par exemple, le Brésil a fait une proposition relativement ambitieuse, mais qui est le résultat d'une concertation interne. Qu'est-ce que propose le Brésil ? Il propose des réductions dans beaucoup de domaines. Il y a la reforestation, bien sûr, il y a des énergies alternatives. Donc c'est toujours un menu, un menu assez large de propositions. Et c'est élaboré de manière conjointe par à peu près tous les secteurs de la société dans le cadre d'un grand forum. Il y a plusieurs scénarios possibles. Le premier scénario, c'est limiter à 2 degrés le réchauffement climatique d'ici 2100. Qu'est-ce qui se passerait dans cette hypothèse-là ? Ce qu'on peut espérer, c'est que les capacités... Ça demande des efforts. Ça demande des efforts très importants que j'ai dit. Même d'ici la fin du siècle, il faudrait s'être pratiquement débarrassé du charbon, du pétrole et du gaz naturel. Donc c'est quelque chose qui... Pour ça, je dis, les efforts devront se poursuivre tout au long du siècle. Ce qu'on doit mettre en place dans cette conférence, c'est un moment de démarrage
qui doit être structuré pour la suite. Donc, Mais 2 degrés, il se produit quoi? 2 degrés, on a déjà des conséquences puisqu'on est aujourd'hui à 1 degré de réchauffement et qu'on voit les premiers symptômes clairs du changement climatique, les régions polaires qui sont déjà en état de fonte pour les grands glaciers, la banquise. On peut imaginer déjà une salinisation des grands deltas. Donc il y a des conséquences, mais on est dans un domaine où on peut espérer encore s'adapter à ces conséquences partiellement. Les îles, par exemple, du Pacifique font partie des populations qui auront effectivement du mal à s'adapter, même si le changement climatique est faible. Le deuxième scénario, c'est entre 2 et 4 degrés. Là, c'est beaucoup plus grave. Qu'est-ce qui se produit? Oui, en fait, il y a une transition qui est un petit peu difficile à établir entre un moment où on sait à peu près qu'on est dans un climat qui ressemble au nôtre, même s'il est changé en termes de température, et un climat qui va progressivement subir des mutations. On parle quelquefois en anglais de tipping points, des points où le changement devient plus rapide. Effectivement, à partir de 2 degrés, on peut rencontrer ces points-là de manière de plus en plus fréquente. Donc des forêts qui soient... des choses qui commencent à surprendre, des forêts qui disparaissent peut-être plus rapidement ou des évolutions dans la fonte des glaces qui se font aussi plus rapidement. Il y a toute une zone de danger qui devient croissante à partir de là, même s'il n'y a pas un seul seuil. C'est des seuils multiples en fonction des conséquences possibles. Le troisième scénario, ça serait au-delà de 4 degrés. Là, on ne sait pas où on va. Mais est-ce que l'important, c'est pas, dans l'hypothèse où il y a un accord, de s'assurer que cet accord soit appliqué? Oui, je pense que ce qui sera essentiel, c'est d'avoir d'une part un système de vérification de l'accord et d'autre part un système de renégociation fréquente de l'accord. Parce que justement, on est engagé pour des efforts de très longue durée. Donc je pense qu'il faudra être capable de surveiller, de contrôler, d'organiser la suite de l'accord. Et je crois que ça sera... On va se revoir. Il faudra se revoir régulièrement, on dit tous les 5 ans, et je pense qu'effectivement, il faut que ce soit prévu déjà dans l'accord dès maintenant pour être sûr qu'ensuite ce soit quelque chose qui nous mène à bon port sur toute la durée des décennies qui vont venir. Merci. Merci.